présents à ce webinaire. On est sur la dernière journée de cette semaine de l'évolution professionnelle. Et bien évidemment, ce webinaire s'inscrit dans le cadre de cette semaine de l'évolution professionnelle qui est co-organisée par l'APEC et le réseau des CIBC en association donc avec certains des partenaires régionaux. On se retrouve aujourd'hui pour aborder le sujet de la valorisation des compétences et de l'expérience. On se doute que vous avez des compétences puisque vous avez très certainement de l'expérience. Et on va s'attarder un petit peu plus sur savoir pourquoi sont-elles importantes et pourquoi ne pas les transformer en diplôme, grâce notamment à la validation des acquis de l'expérience, communément appelée la VAE. Et on finira la présentation sur comment est-ce que le conseil en évolution professionnelle peut vous guider et vous accompagner dans cette démarche. Donc, je vois que tout le monde est très bien discipliné puisque vous avez déjà les bons réflexes, vous avez éteint vos caméras et micros, donc merci. Et vous avez le chat qui est à votre disposition pour poser toutes vos questions tout au long du webinaire. Et on ne manquera pas d'y répondre en fin de séance. Du coup, voilà, c'était le petit rappel sur la semaine de l'évolution professionnelle. Vous le savez que vous êtes connectés ici, mais donc c'est un événement qui est 100% digital, gratuit et accessible à tous. Et on atteint la soixantaine de webinaires tout au long de la semaine. Du coup, on va se présenter. Moi, je suis Annabelle Brunto, je suis chargée de mission pour le conseil en évolution professionnelle des actifs occupés et indépendants en PACA. Et je suis accompagnée de Bénédicte, je te laisse te présenter. Bonjour, Bénédicte Sabini. Donc, je suis conseillère. Super. C'est tout bon? C'est tout bon pour moi. D'accord, merci Annabelle. Voilà. Alors, un petit souci au niveau de la diapo. Continue de cliquer, Bénédicte, encore. Oui, d'accord. C'est qu'il est animé, donc tout va s'afficher au fur et à mesure. Très bien. Donc, comme le disait Annabelle, nous sommes là pour voir de quelle manière vous pouvez valoriser vos compétences et vos expériences. Donc, la question à se poser, c'est de quoi parle-t-on quand on parle de compétences? Donc, comme indiqué sur ce qui s'affiche sur l'écran, quand on parle de compétences, on parle à la fois de savoir, de savoir-faire et de savoir-être. Alors, pour l'illustrer, je vais prendre un exemple concret. Je prends l'exemple d'un personnel soignant qui, entre autres de ses activités, a celle d'évacuer les déchets spéciaux. Donc ça, c'est sa pratique, c'est une activité, une tâche concrète, c'est ce que ce professionnel sait faire. C'est ce qu'on appelle le savoir-faire. Mais ce savoir-faire implique que le professionnel mobilise aussi, à travers cette activité, un savoir, ce qu'on appelle le savoir, la connaissance. Dans notre exemple, ça va être par exemple la connaissance de la procédure de retraitement des déchets. Et cette activité va aussi l'amener à mobiliser une attitude, ce qu'on appelle le savoir-être, une qualité humaine. Dans notre exemple, on peut dire par exemple que la personne est méthodique dans la réalisation de son activité. Donc, on parle de tout ça quand on parle de compétences. La deuxième question, c'est pourquoi parler de compétences? Pourquoi est-ce que c'est important de bien connaître ses compétences, de bien les avoir identifiées, de les valoriser? Donc, ça peut être utile dans une démarche de recherche d'emploi, que vous soyez
demandeur d'emploi et que vous recherchiez un emploi ou que vous soyez salarié mais que vous cherchiez un autre emploi. Identifier ses compétences, c'est savoir bien en parler et optimiser sa candidature, ses démarches de recherche d'emploi, c'est savoir se présenter, argumenter sa candidature auprès d'un potentiel employeur. Ça peut être aussi utile plutôt dans une démarche d'évolution, reconversion professionnelle. Réfléchir sur ses compétences et identifier les appuis, les atouts, les compétences sur lesquelles vous pourriez vous appuyer justement pour changer de métier. Alors, donc nous sommes là, comme disait Annabelle, pour aborder la question de la validation des acquis de l'expérience. La validation des acquis de l'expérience va s'adresser à des personnes qui ont une expérience à travers laquelle donc elles mobilisent des compétences, mais sans avoir forcément la certification, le diplôme, la qualification en rapport avec le domaine d'exercice. La démarche de VAE est une démarche personnelle, individuelle, qui peut répondre à des motivations et des objectifs divers et variés. Entre autres, ça peut permettre, comme on vient de le voir, d'optimiser, de rendre plus efficace une recherche d'emploi, de pouvoir postuler un emploi pour, donc, comme on le disait, savoir mieux argumenter ses compétences, mais certains emplois aussi, l'accès à certains emplois peut nécessiter de justifier d'un diplôme ou d'un niveau de qualification. Donc, ça peut être utile dans ce cas de figure. Ça peut aussi vous permettre d'intégrer une formation ou de vous présenter à un concours parce que l'entrée à une formation peut nécessiter un prérequis en termes de niveau d'études. Pareil pour les concours. Pour se présenter à un concours, vous devez pouvoir justifier d'un niveau d'études, d'un niveau de formation, de qualification. Et puis, ça peut être tout simplement répondre à des motivations personnelles, individuelles, telles que, voilà, j'ai une expérience, je n'ai pas le diplôme en conséquence, et je souhaite faire reconnaître mes années d'expérience à travers la validation donc d'une certification. Donc, quand on parle de VAE, de validation des acquis de l'expérience, comme je le disais, l'objectif, c'est d'obtenir une certification. Donc, on parle de certification. Alors, c'est un terme générique pour parler de différentes choses, comme indiqué sur l'écran. Donc, quand on parle de certification, on peut parler de diplôme. Simplement, l'appellation de la certification va être différente en fonction de l'organisme certificateur auquel est rattachée cette certification. Donc, si on parle de diplôme, si la certification est rattachée à l'éducation nationale. Donc, c'est par exemple un CAP, un BEP, un bac pro, c'est diplôme éducation nationale. On parle aussi de diplômes pour les certifications qui sont rattachées au ministère de la Santé. Par exemple, le diplôme d'État aide-soignant est un diplôme comme son nom, comme l'appellation l'indique. Et puis, vous avez aussi les diplômes de l'enseignement supérieur tels que les BTS. Donc ça, c'est un type de certification. Et à côté, vous avez aussi ce qu'on appelle les titres. Donc les titres professionnels rattachés au ministère du Travail, les chambres consulaires, les chambres du commerce et de l'industrie, les chambres de métiers ont leur propre certification, leur titre. Donc par exemple, la chambre de métier aura un BM, brevet de maîtrise en coiffure, en chocolaterie et autres.
Et puis ensuite, vous avez des organismes de formation qui ont leur propre certification. À côté de cela, il y a aussi les certifications qu'on appelle les CQP, certificats de qualification professionnelle, qui, eux, sont directement rattachés à des branches professionnelles. Donc, ça veut dire que dans le cadre d'une démarche VAE, vous avez un choix très large de certifications. Donc, mais on va le reprendre plus tard, pour un même niveau d'études, vous allez avoir le choix entre un diplôme, un titre, voire un certificat de qualification professionnelle. Alors, la VAE, en fait, c'est un autre cheminement que la formation. Mais l'objectif, dans les deux cas, est le même. L'objectif, c'est la validation d'une certification. On vient de voir ce qu'on entend donc par ce terme-là. C'est le cheminement qui ne va pas être le même. Dans le cas de la formation, c'est un parcours linéaire où, en fait, vous avez des enseignements théoriques, des stages pratiques, et à l'issue, vous avez le passage d'un examen qui vous permet de valider la certification en cas de réussite. Par contre, le cheminement va être différent dans le cadre d'une démarche VAE, où là, vous allez être évalué sur vos compétences issues de votre expérience, mais avec la même finalité qui, en cas de réussite, vous permet l'obtention d'une certification et de la même certification que si vous auriez suivi un parcours de formation. Alors, l'idée, c'est vous avez de l'expérience, donc forcément, à travers cette expérience, vous avez mobilisé des compétences. L'idée de la VAE, c'est de les rattacher à ce qu'on appelle donc une certification qui elle-même va se décliner en blocs de compétences. Donc l'idée, c'est de rapprocher mes compétences au bloc de compétences d'une certification qui va bien sûr être en adéquation avec mon expérience et mes compétences. Donc il faut savoir que chaque certification, en fait, est définie par ce qu'on appelle un référentiel d'activités et de compétences. Donc, ce référentiel indique de manière très détaillée les activités que la personne doit être en mesure de réaliser si elle souhaite valider, obtenir cette certification. Et elle décrit de manière aussi, ce référentiel décrit de manière très précise les compétences que la personne doit posséder pour valider la certification visée. Il faut savoir que n'importe quel, tous les niveaux d'études sont accessibles dans le cadre de la VAE. Que ce soit le premier niveau de qualification qui correspond au niveau 3, donc qui correspond au CAP BEP, jusqu'au niveau de qualification le plus élevé, c'est-à-dire le master. Et puis les intermédiaires, licence ou autres niveaux d'études. Donc, quel que soit votre niveau d'études, tous les niveaux sont accessibles dans le cadre de la VAE. Alors, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que l'objectif est le même, que vous entrepreniez un parcours de formation ou un parcours VAE. L'objectif final, c'est la validation d'une certification. C'est le cheminement qui n'est pas le même, comme on l'a vu précédemment. C'est un parcours linéaire dans le cadre d'un parcours de formation, dans le sens où, pour accéder à un niveau d'études, il faut avoir validé le niveau précédent. Par exemple, si vous voulez intégrer en formation
un BTS, vous devez avoir validé le bac. Par contre, ce n'est pas le cas dans un parcours VAE. C'est-à-dire que tous les niveaux sont accessibles, quel que soit le niveau d'études de la personne. Vous pouvez, par exemple, avoir, en fait, en formation initiale, avoir validé un CAP. Mais au regard de votre expérience et des compétences donc issues de votre expérience, vous pouvez envisager une certification d'un niveau licence ou niveau équivalent parce que votre parcours le justifie. Donc, c'est ce qui est très intéressant dans le cadre d'une démarche VAE, ça permet une ouverture et de nombreuses possibilités. La VAE s'adresse à tout le monde. À partir du moment où vous êtes engagé dans la vie active, vous pouvez entreprendre, vous pouvez envisager une démarche de VAE, quel que soit votre statut. C'est-à-dire que vous soyez salarié, que vous soyez demandeur d'emploi, que vous ayez le statut indépendant ou agent de la fonction publique, au moment où vous entreprenez la VAE, enfin, voilà, quel que soit votre statut, vous pouvez l'entreprendre. La condition, c'est de pouvoir justifier à minima d'un an d'expérience dans le domaine visé, bien sûr, par la certification. Pardon. Un an d'expérience qui correspond à un équivalent temps plein. Alors, cette expérience, elle peut soit être salariée, soit bénévole. On peut s'appuyer sur une expérience bénévole dans le cadre d'une démarche VAE. Elle peut être issue aussi d'une activité indépendante. Vous êtes à votre compte, vous pouvez vous appuyer sur ce type d'expérience. Elle peut être en continu ou pas, cette expérience-là. Elle peut avoir été réalisée en France ou à l'étranger. Alors, par contre, puisque vous devez la justifier, les justificatifs doivent être traduits en langue française, si c'est une expérience qui concerne l'étranger. Elle doit être bien sûr en lien direct avec le domaine de la certification que vous envisagez, cela va de soi, et donc elles doivent être justifiées. Alors, par un bulletin de salaire, par un contrat de travail, par une attestation employeur, s'il s'agit d'une activité professionnelle salariée. S'il s'agit d'une activité bénévole, il suffit de demander une attestation de l'association pour laquelle vous avez été bénévole. L'expérience n'est pas forcément actuelle, elle peut être aussi être passée. Si vous avez un statut indépendant, il s'agira de l'extrait cabis ou de votre déclaration d'existence. Donc, comme je le disais, vous pouvez vous appuyer pour la VAE, pour la validation des acquis de l'expérience, sur une activité actuelle, mais ça peut être aussi une activité passée, antérieure. Par contre, il est fortement conseillé de ne pas remonter trop loin dans le temps. D'ailleurs, certains certificateurs n'acceptent pas des expériences antérieures à 10 à 12 ans à partir du moment où vous déposez votre demande. Alors, ceci pour plusieurs raisons. Vous allez voir que la VAE, c'est une démarche aussi de mémorisation, puisque dans le cadre du livret 2, je vais revenir dessus, mais vous devez décrire de manière très poussée, très détaillée votre expérience. Donc, si elle est trop ancienne, tout ce travail de mémorisation devient compliqué. Donc, il y a ça aussi. Et puis, il y a aussi la question de l'opérationnalité des compétences et de l'actualisation des connaissances. Une expérience qui date et qui n'a pas été reproduite, eh bien, vous n'avez pas... les compétences sont plus forcément opérationnelles si vous ne les avez pas actualisées
et mobilisé récemment. Vous n'êtes plus au fait de l'évolution de la technologie et de la réglementation. Donc tout ça fait que plus l'expérience va être récente et mieux c'est. Alors maintenant, nous allons voir quelles sont les démarches pour entreprendre une VAE. Alors la première démarche est d'abord, bien sûr, d'identifier la certification, la bonne certification. Comme on le disait, la certification va correspondre à votre expérience, à vos expériences et à vos compétences, en tous les cas dans le domaine que vous souhaitez bien sûr valoriser et valider. Donc le choix de la certification est très important. Le choix en termes de niveau d'études, puisqu'on a vu que tous les niveaux d'études sont accessibles par la VAE. Le choix est important en termes de type de certification, puisqu'on a vu que pour un même niveau d'études, vous aurez le choix entre un diplôme ou un titre professionnel ou un CQP. Donc le contenu du référentiel de la certification peut être différent en fonction de celle-ci. Le choix de la certification, la réussite de la VAE va dépendre, bien sûr, entre autres, du bon choix de la certification. Donc ça, c'est une étape très importante. Pour vous aider à trouver la bonne certification, celle qui correspond au mieux à votre expérience et à vos compétences, vous pouvez vous rapprocher d'un point relais conseil VAE selon la région où vous habitez. S'il n'y a pas de point relais conseil VAE dans votre région, vous pouvez aussi mobiliser un conseiller en évolution professionnelle qui est là pour vous aider à choisir la bonne certification. Une fois que vous avez choisi la bonne certification, vous avez à constituer et à déposer une demande de recevabilité. C'est la constitution du livret de recevabilité ou livret 1. C'est le même, c'est un CERFA, il est unique, c'est le même quelle que soit la certification que vous allez choisir. Donc, dans ce dossier, en fait, vous allez indiquer la certification de votre choix. Ensuite, vous avez toute une partie concernant votre état civil, votre parcours de formation. Donc, est-ce que vous avez déjà des diplômes ou est-ce que vous avez suivi des formations et vous devez donc les justifier par des attestations de formation ou copies de diplôme. Et ensuite, sous forme de tableau, vous allez indiquer l'expérience ou les expériences sur lesquelles vous envisagez de vous appuyer pour la VA. On vous demande donc quel est votre statut dans le cadre de cette expérience, puisque je le répète, vous pouvez vous appuyer sur des expériences bénévoles, salariées ou activités indépendantes. On vous demande la durée, la date de début, la date de fin de l'expérience, au sein de quelle structure, etc. Et on va vous demander d'indiquer pour chaque expérience quelles sont vos principales missions et activités. En même temps que vous téléchargez le livret de recevabilité, vous avez aussi une notice qui vous est proposée. Vous en avez besoin pour remplir ce dossier. Donc, votre demande de recevabilité, vous allez l'adresser à l'organisme responsable de la certification que vous visez. Cet organisme va vérifier vos conditions d'accès, c'est-à-dire que vous possédez bien à minima une année d'expérience en lien direct avec la certification visée. C'est aussi une démarche administrative, donc l'organisme vérifie que le dossier est bien complet et il vérifie de la bonne adéquation entre les expériences que vous indiquez, les activités réalisées dans le cadre de ces expériences et la certification que vous avez choisie. Vous recevez
suite à votre demande, une notification de recevabilité, en tous les cas si votre dossier est recevable, bien sûr. Cette notification a une durée maximale de 3 années. C'est-à-dire que vous avez 3 ans pour entreprendre la démarche de validation des acquis de l'expérience, 3 ans pour, au plus tard, au plus, bien sûr, passer devant le jury. Pardon, c'est la dernière étape de la VAE, on va le voir tout de suite. Je vous rassure, la démarche VAE ne dure pas forcément 3 ans. C'est vraiment le délai maximum. Sachez que voilà, vous avez ce délai. Une fois que vous avez reçu la notification de recevabilité, vous avez ensuite à vous préparer à l'évaluation de vos compétences par le jury VAE. Donc là, en fait, il s'agit de constituer un dossier d'analyse de l'expérience ou dossier de preuve où on parle encore de livret B. Donc, ce dossier à constituer, en fait, vous allez décrire de manière très précise votre expérience et valoriser les compétences issues de cette expérience. Vous allez valoriser vos compétences à partir de situations de travail vécues. Donc, il s'agit d'un exercice rédactionnel, un exercice descriptif de votre expérience et de vos activités réalisées, et un exercice d'analyse de pratique. Pour la constitution de ce dossier, élément de preuve, vous pouvez vous faire accompagner par un centre d'accompagnement VAE habilité. Alors, c'est un accompagnement, alors il n'est pas obligatoire cet accompagnement, mais il est fortement conseillé. Les statistiques montrent en effet que le taux de réussite est supérieur si la personne a été accompagnée. Donc voilà, il est fortement conseillé. C'est un appui méthodologique en fait où l'accompagnateur va vous aider à structurer votre dossier d'analyse de l'expérience. Il va vous aider à bien choisir les activités que vous allez développer dans ce dossier, à bien identifier vos compétences, à bien choisir les situations de travail, enfin les situations expérientielles à partir desquelles vous allez justement valoriser, justifier vos compétences, parce que c'est vrai que ce n'est pas un exercice auquel on est forcément familier. Quand on travaille, quand on réalise une activité, on ne se pose pas forcément la question de savoir quelles compétences je mobilise à travers la réalisation de cette activité. C'est vraiment un travail de réflexion, de réflexivité, de réflexion sur soi, d'analyse de pratique, comme je le disais. Donc, l'accompagnateur est là pour vous aider à prendre du recul et à vraiment décrypter vos activités et les analyser. Mais c'est vrai que c'est un travail très enrichissant, très instructif sur votre pratique. Une fois que vous avez donc constitué votre dossier, vous allez l'adresser aussi à l'organisme responsable donc, de la certification. Donc ensuite, cet organisme responsable va vous adresser une convocation, vous êtes convoqué pour la dernière étape qui est la présentation devant un jury VA. Donc le jury, il est composé de différents membres. Vous avez un représentant de la certification choisi. Vous avez, alors en fonction de la certification, vous avez soit un formateur, un enseignant-chercheur, en tous les cas, une personne qui connaît bien le référentiel de la certification que vous avez choisi, puisqu'il l'enseigne en fait
sur cette certification et à partir de ce référentiel. Donc, il le connaît du bout des doigts. Et ensuite, vous avez un professionnel parmi les membres du jury, donc quelqu'un comme vous qui est issu du terrain et qui connaît bien le secteur d'activité visé et le métier visé par la certification que vous exercez. Donc voilà, c'est intéressant parce qu'il y a justement des regards croisés. Donc la plupart des jurys se passent à travers un échange oral. Donc le jury va chercher à savoir, si vous êtes bien l'auteur du dossier que vous avez constitué, du dossier d'analyse de l'expérience, et il va vous évaluer vos compétences parce qu'il est responsable de la délivrance ou pas de la certification que vous envisagez, que vous avez choisie. Donc, il est souverain quant à sa décision de vous valider, on va le voir, la certification dans sa totalité, de manière partielle ou de ne rien vous valider. Donc, c'est un échange oral, comme je le disais, avec les membres du jury. Ils vont vous interroger, ils vont vous demander de vous présenter, bien sûr, et puis ils vont vous interroger sur vos motivations à entreprendre une VAE et vos motivations quant au choix de la certification. Donc, le moment du jury est aussi un moment décisif d'une démarche VAE. Il se prépare. Et d'ailleurs, je ne l'ai pas précisé, mais si vous choisissez d'être accompagné par un organisme pour la constitution du livret 2, cet organisme, en plus de vous aider donc, dans la constitution du livret, généralement va vous proposer une préparation au jury, à l'entretien du jury. Donc le jury va aussi vous questionner, bien sûr, sur votre dossier, sur des éléments du dossier qu'il a envie de reprendre avec vous, et puis peut vous interroger sur des situations de travail et vous demander, voilà, dans telle situation, comment vous réagissez, comment vous vous organisez, avec qui, pourquoi, etc. Donc ils vont s'appuyer. Le jury va s'appuyer pour prendre sa décision sur l'échange qu'il a avec vous et sur le dossier. Pour certains jurys, notamment pour les titres professionnels, le jury se passe un petit peu différemment. Il y a d'abord une mise en situation. En fait, ça se passe dans des ateliers et vous êtes mis en situation, comme si vous étiez sur votre lieu d'activité. Donc, par exemple, vous vous présentez pour le CAP maçonnerie, on va vous demander d'effectuer des travaux de maçonnerie. Le jury vous observe en pleine réalisation et ensuite, il y a un échange avec le jury, un échange oral qui porte sur la mise en situation et sur votre dossier. Donc, comme je le disais, le jury est souverain, le jury VAE est souverain quant à sa décision de vous valider soit la certification dans sa totalité, parce qu'il estime, au regard de votre dossier et de l'échange et de la mise en situation aussi, le cas échéant, que vous justifiez de suffisamment de compétences issues du référentiel de la certification. Donc, en fait, vous obtenez la même certification que celle que vous auriez obtenue dans le cadre d'un parcours de formation. Je le disais, c'est la même certification. Le jury peut aussi décider d'une validation partielle parce qu'il va estimer que vous possédez bien les compétences pour tel et tel bloc de compétences. On l'a vu tout à l'heure, une certification, quelle qu'elle soit, est définie et partagée entre plusieurs blocs de compétences.
ces blocs de compétences qui vont en fait représenter un certain domaine d'activité. Donc, le jury peut estimer que vous possédez les compétences pour tel et tel bloc de compétences, mais par contre, vous ne justifiez pas suffisamment de compétences pour tel autre bloc de compétences. En cas de validation partielle, les blocs de compétences acquis sont acquis à vie. Donc ça, c'est important à savoir. Alors, ils sont acquis à vie jusqu'à ce que la certification soit réformée. Parce qu'il faut savoir que les certifications, c'est vivant, ça évolue, toujours pareil, hein, par rapport aux réglementations, nouvelles technologies, nouvelles procédures, etc. Donc, il y a des réformes. Alors, pas tous les ans, hein, je vous rassure, tous les 5, 10, 15 ans, la certification est réformée. Tant qu'elle n'est pas réformée, les modules, les blocs de compétences que vous avez acquis sont acquis. Ça veut dire que vous pouvez, en cas de validation partielle, vous pouvez avoir d'ailleurs, hein, de la part du jury, une préconisation d'une formation pour, du coup, vous former sur les blocs de compétences qui n'ont pas été validés, vous présenter à l'examen suite à la formation pour, bien sûr, valider. L'objectif, c'est quand même à terme de valider la certification dans sa totalité. Ou alors, en cas de validation partielle, vous pouvez aussi, plutôt que de vous former sur les modules manquants, vous pouvez aussi vous dire, je vais acquérir encore de l'expérience, je vais mobiliser de nouvelles compétences qui vont me permettre de me présenter à nouveau devant un jury VAE et de tenter de valider cette fois les blocs de compétences que je n'ai pas validés la première fois. Dans ce cas-là, il faut représenter un dossier dans sa totalité, même les blocs de compétences validés, mais par contre, vous allez être évalué par le jury uniquement sur les blocs de compétences que vous n'aviez pas validés la première fois. Voilà. Dans le pire des cas, malheureusement, c'est une chose qui peut arriver, le jury décide de ne rien vous valider du tout. Alors là, vous supposez bien que quelque chose ne s'est pas bien passé pendant la démarche VAE. Alors, qu'est-ce que c'est? Ça peut être, dès le départ, un mauvais choix de certification. La certification que vous avez choisie, malheureusement, n'est pas en adéquation avec votre expérience et vos compétences. C'est pour ça que j'insiste sur l'importance de bien choisir votre certification et sur l'importance, si vous avez un doute, parce que des certifications, il en existe énormément. Vous avez énormément de choix et dans tous ces choix, il faut vraiment trouver la bonne certification qui correspond au mieux à votre expérience et à vos compétences. Donc, il ne faut pas hésiter à vous faire accompagner, à vous faire aider dans le choix de la certification. Je ne sais plus. Oui, voilà, en cas de validation. Quand il n'y a pas eu de validation, ça peut aussi venir du fait que la personne ne s'est pas faite accompagner dans la constitution du livret 2. J'ai perdu mon fil conducteur. Donc là, c'est pareil, je ne peux que vous encourager à vous faire accompagner dans la constitution du livret 2. Ça peut en tous les cas vous donner plus de chances d'aboutir dans votre démarche. Ou alors, la personne a perdu ses moyens lors du passage devant le jury, hein, parce que c'est vrai que voilà, c'est un moment, comme je vous le disais, capital. Hein, vous êtes face à un jury, c'est une évaluation qui se prépare, comme on le disait. Hein, c'est un moment qui se prépare. Et c'est vrai que le jury s'appuie aussi sur ce moment pour décider de la validation ou pas de la certification. Voilà. La VAE. Alors, la VAE peut avoir un coût, je suis allée trop vite, qui concerne les frais de recevabilité, les frais d'accompagnement, si vous choisissez d'être accompagné donc pour la constitution du livret 2, les frais de validation, de présentation au jury, et sans parler des frais annexes, des déplacements ou autres. Ces coûts peuvent être financés
Par Transition Pro. Alors, Transition Pro est un organisme qui s'adresse aux salariés et jusqu'au 31 décembre 2020, donc jusqu'à la fin de l'année, il peut participer au financement de la démarche de VAE à hauteur de 2 000 euros, donc pour les frais de recevabilité, pour les frais d'accompagnement et de validation. C'est une demande qui est réalisée en ligne directement sur leur site, donc qui vous est indiqué sur la diapo. Donc, à savoir que je le répète, mais ce financement s'adresse aux salariés. À partir donc que vous pouvez demander à partir de votre espace personnel sur le site de Transition. Vous avez aussi la possibilité de mobiliser votre CPF, votre compte personnel de formation. Donc, si vous êtes salarié ou indépendant, vous pouvez financer votre VAE par ce biais-là. Je rappelle que à partir du moment où vous travaillez, que vous êtes salarié ou indépendant, vous cumulez chaque année des euros sur votre compte personnel de formation. Aussi mobiliser, solliciter votre employeur pour un financement sur le plan de développement de compétences de votre entreprise, donc si vous êtes salarié. Et pour les indépendants, il existe le fonds d'assurance formation. Vous avez le choix pour entreprendre la démarche VAE de le réaliser soit en dehors de votre temps de travail ou pendant votre temps de travail. Alors, si vous réalisez votre VAE en dehors de votre temps de travail, ça peut rester donc une démarche individuelle, personnelle, confidentielle. Vous n'avez pas l'obligation d'informer votre employeur de cette démarche. Donc, si vous choisissez de réaliser votre VAE sur votre temps de travail, vous devez bien sûr demander l'accord à votre employeur. Et vous pouvez lui demander de bénéficier d'un congé VAE. Voilà pour ce qui concerne la VAE validation de l'expérience. Pour conclure mon intervention, je vais vous parler du certificat CLEA. Le certificat CLEA, pourquoi je vous en parle? Parce que, en fait, c'est dans le même ordre d'idée de faire reconnaître son expérience et faire reconnaître ses compétences. Donc, on est sur le même objectif que dans le cadre d'une démarche VAE. Le certificat CLEA permet de faire reconnaître un socle de connaissances et compétences professionnelles. Il va s'adresser tout particulièrement à des personnes qui ne sont pas ou peu qualifiées. CLEA, donc, c'est la reconnaissance de 7 champs de compétences qui sont utiles dans la plupart des situations professionnelles. Ces 7 champs de compétences sont les suivants: communiquer en français, savoir utiliser des règles de base au calcul, savoir utiliser l'informatique et le numérique. Tout ça, je le répète, dans un contexte professionnel. C'est aussi l'aptitude à travailler en équipe, mais aussi à travailler, la capacité à travailler en autonomie, la capacité d'apprendre à apprendre tout au long de la vie, et tout ce qui concerne aussi les gestes et postures, sécurité et hygiène. Pour trouver un centre évaluateur, vous pouvez aller donc sur ce site. Le principe de CLEA, c'est, contrairement à la VAE, c'est en fait, vous êtes évalué à partir de la réalisation d'exercices. Vous êtes évalué sur les socles, les domaines de compétences que je viens de vous indiquer, ce qui vous permet à vous de repérer quels sont vos points forts. En fonction de ceci, de valider donc les domaines de compétences. Et au cas où alors,
si vous validez tous les domaines de compétences, vous obtenez le certificat CLEA. Par contre, vous pouvez valider certains domaines de compétences, mais pas d'autres. Donc, c'est sur ces domaines de compétences que vous n'avez pas validés que vous pouvez renforcer vos compétences, si nécessaire, par une action de formation. Vous vous formez sur les domaines que vous n'avez pas validés. Et si vous le souhaitez, à la suite de cette action de formation, vous pouvez donc à nouveau être évalué sur les domaines de compétences, bien sûr, que vous n'aviez pas validé initialement, pour, en cas de réussite, obtenir cette fois le certificat CLEA dans sa totalité. Voilà, donc en ce qui concerne aussi bien la VAE que le certificat CLEA, j'en ai terminé pour ma présentation. Je vous remercie de votre attention. Je vais laisser la parole, je pense, à Annabelle. Merci beaucoup, Bénédicte. Moi, je vais faire le lien avec le conseil en évolution professionnelle. Peut-être, Bénédicte, est-ce que tu peux couper ton micro parce que j'entends un écho, s'il te plaît? Ah oui, bien sûr. Alors, par contre, il faut que je sorte de l'écran. Ou je le fais si tu veux. Allez, ça va être plus simple. Je coupe le micro. Du coup, le conseil en évolution professionnelle, on vous a mis une petite phrase le temps que Bénédicte revienne sur la slide de rappel en fait de ce qu'est le conseil en évolution professionnelle. En termes de cadre légal, c'est quelque chose qui a été mis en place suite à la loi de 2014. Merci. La loi de 2014 qui a été rénovée avec celle de 2019 et donc le service est opérationnel depuis le 2 janvier 2020. Il s'agit en fait d'un service qui permet de vous accompagner et de vous aider à faire le point sur votre situation professionnelle, mais aussi de pouvoir vous aider à élaborer, formaliser et mettre en œuvre une stratégie pour vous accompagner dans votre évolution professionnelle. Donc, bien évidemment, le service est gratuit, confidentiel, neutre, accessible à tous et impartial. Et donc là, en l'occurrence, je parle du conseil en évolution professionnelle à destination des salariés du secteur privé et des indépendants. Voilà. Donc, pour tous les autres, vous avez d'autres opérateurs CEP. Si vous êtes en situation de handicap et qu'effectivement le handicap rentre en jeu dans votre évolution professionnelle, vous avez Cap Emploi. Pour les jeunes de moins de 26 ans, à ce moment-là, ce sera le réseau des missions locales, missions jeunes suivant la région dans laquelle vous vous trouvez. Pour les personnes qui sont à la recherche d'un emploi et donc qui ont le statut de demandeur d'emploi, ce sera davantage auprès de Pôle emploi. Et pour les cadres, plutôt l'APEC à privilégier. Et donc, en ce qui concerne, comme je le disais, les salariés du secteur privé et des indépendants, c'est auprès des réseaux des CIBC qui se sont entourés de différentes structures pour créer des groupements en région. Et petite précision, dans les salariés indépendants, donc on peut également compter les intermittents du spectacle, les intérimaires, les saisonniers, etc. Et il faut juste avoir en tête que vous ne pouvez pas être suivi par 2 opérateurs CEP en même temps. Voilà, c'est une petite info qu'il faut bien garder en tête, puisque l'idée, c'est de ne pas faire de doublons. Voilà. En ce qui concerne vraiment l'offre de service, vous l'avez à l'écran par niveau, mais c'est surtout, il faut avoir en tête en fait que vous pouvez venir solliciter le CEP, conseil en évolution professionnelle, à tout moment et surtout lorsque vous en avez besoin. C'est-à-dire que vous commencez généralement par un aiguillage, ce que nous on appelle un aiguillage. Donc, c'est des chargés d'information, des chargés d'accueil qui sont au bout du fil. Vous verrez juste après, on parlera du numéro de téléphone ou du site internet, qui sont là pour vous apporter premier niveau d'information, surtout vérifier que vous êtes au bon endroit ou vous renvoyez vers la bonne personne le cas échéant. Ensuite, vous prenez rendez-vous avec un conseiller, généralement. On fait ce qu'on appelle nous un état des lieux.
Donc, c'est un point sur votre situation, vraiment pouvoir identifier votre demande, vos attentes, vos besoins, etc. Et si besoin, le conseiller peut également vous aider à formaliser votre projet. Donc, que ce soit un projet de formation, de reconversion, de création d'entreprise, de VAE, de mobilisation du dispositif Cléa, de recherche de financement, d'ingénierie pédagogique, vous aider à préparer votre entretien professionnel, ou alors tout simplement à faire le point, essayer d'y voir plus clair sur votre situation. Et si besoin, vous pouvez toujours continuer à travailler avec le conseiller pour aller jusqu'à la mise en œuvre de votre projet. Donc, l'idée, c'est que vous puissiez travailler avec votre conseiller lorsque vous en avez réellement besoin. Et donc, je vous en parlais. Donc, il y a le 09 72 01 02 03 que vous pouvez appeler. Donc, c'est un numéro unique et non surtaxé qui est disponible donc de 8h à 19h tous les jours et le samedi matin de 9h à midi, où là, justement, vous tombez sur les chargés d'infos qui vous proposeront un rendez-vous au plus proche de chez vous ou de votre lieu de travail si besoin. Également sur le site internet mon-cep.org qui vous permet de trouver le bon opérateur CEP et surtout le bon opérateur CEP de votre région. Je finirai sur une dernière info, c'est que vous pouvez prendre des rendez-vous, bien évidemment, en physique, mais également par téléphone ou visio. Je pense que c'est important d'avoir cette info, notamment au vu de la situation sanitaire actuelle. Donc voilà, ce n'est pas un frein. Vous pouvez vous faire accompagner quoi qu'il arrive. Voilà, j'ai été très synthétique, mais c'était pour avoir encore quelques minutes pour répondre aux questions. En tout cas, merci beaucoup Bénédicte pour ton intervention et pour tous ces éclairages. Et merci à vous d'avoir participé. Et peut-être que je laisse du coup Carole aborder les questions qui ont été présentes dans le chat. Oui, il y en a en effet quelques-unes, surtout sur la validation en salle des acquis d'expérience. Alors, première question. Pour une reconversion professionnelle, on ne peut pas prétendre à la VAE puisqu'il faut une expérience dans le domaine souhaité. Bénédicte, je t'ai coupé le micro, il faut que tu le remettes. Donc, il faut que tu retournes sur Meet Google. Là, et normalement, voilà, parfait. Alors, oui, en effet, dans le cadre d'une démarche de reconversion professionnelle, parce que vous l'avez bien compris, dans le cadre d'une VAE, vous allez valider une certification dans le domaine d'activité où vous avez, dans laquelle vous avez une expérience. Vous ne pouvez pas valider une certification dans un domaine d'activité où, bien sûr, vous n'avez pas d'expérience dans un domaine d'activité que vous envisagez dans le cadre d'une reconversion. Par contre, c'est ce que je disais tout à l'heure, la VAE, néanmoins, peut être indiquée dans le cadre d'une démarche de reconversion professionnelle, dans le sens où elle peut vous permettre d'accéder à une formation. Votre nouvel objectif professionnel nécessite une action de formation, par exemple. Mais cette formation, pour l'intégrer, il faut avoir validé un niveau d'études. C'est là où la VAE, elle peut être utile. Voilà, je ne sais pas si ma réponse est claire. Deuxième question. Les points relais sont-ils autonomes et donc différents des organismes de formation? Oui, tout à fait. Les points relais sont autonomes. Alors, il faut savoir que, comme je le disais, il n'en existe pas dans toutes les régions, hein, puisque ça, c'est un dispositif en fait qui a été mis en place par le biais de la région, financé par la région, mais c'est en fait organisé par des organismes qui sont complètement indépendants et indépendants d'organismes de formation. Oui. Je ne sais pas si, Carole, toi, tu peux rajouter quelque chose par rapport à ce que je viens de dire ou pas.
Non, c'est très clair. C'est Oui. très clair. Ouais. On a deux autres questions, mais qui sont, je pense, la réponse a été donnée dans le cadre de la présentation. Ceci dit, si la personne a besoin de précision, qu'elle n'hésite pas à le signifier. La première, c'était comment est composé ce jury de recevabilité. Oui. Et la deuxième, c'est est-ce gratuit? Oui, ça, on l'a abordé. Voilà, il y a toujours des frais, hein, des frais VAE qui peuvent varier en fonction de est-ce que la personne choisit de se faire accompagner sur la constitution du livret 2. C'est vrai que en fonction de la certification, la présentation devant le jury est à un coût ou pas. Bon, voilà, les coûts peuvent être variables. Mais c'est vrai que je pense y avoir répondu. Après, si la personne, comme disait Carole, souhaite des précisions, on est là pour ça si besoin. Bon, il n'y a pas de retour pour l'instant de la personne concernée, mais je surveille. Il y a aussi une question concernant les jeunes en job d'été ou en apprentissage, à savoir est-ce qu'ils alimentent leur CPF? Ça, c'est une bonne question. Dans le cadre d'un apprentissage, je ne peux pas dire de bêtises. À partir du moment où c'est un contrat de travail, et bon, je ne voudrais pas dire de bêtises. Je ne sais pas si, Carole, toi, tu as la réponse ou pas. Je suis en train de regarder. L'alimentation du CPF. Peut-être qu'on peut poser la dernière question et comme ça, on essaye de trouver l'info pendant que Bénédicte répond à la dernière question. Je ne sais pas ce que tu en penses, Carole. Très bonne idée. Merci. Très bonne idée. Donc, c'est une question qui concerne en fait une expérience bien précise. Donc, si l'intitulé de l'expérience sur le certificat de travail et ou le bulletin est générique, comme par exemple technicien d'études, et que dans le cadre de cette expérience d'1 an, la fonction de dessinateur du bâtiment a été pratiquée, est-ce qu'on peut prétendre à une VAE pour une certification liée aux compétences de dessinateur? Alors, c'est une question très, très pertinente. Dans ce cas de figure-là, si en effet les missions, les activités réalisées ne sont pas en adéquation avec l'intitulé du poste, il risque la commission hein, qui va décider de la recevabilité ou pas risque de refuser la demande. Pour éviter ceci, ce qui peut être fait, c'est que la personne demande à l'employeur concerné, donc là, ça veut dire qu'il faut informer l'employeur de la démarche, demande à l'employeur d'indiquer sur un document les activités qui sont en effet réalisées par la personne et qui ne correspondent pas donc forcément à l'intitulé de poste. Voilà. Et ça peut, et donc vous joignez ce document descriptif de vos activités, vous le joignez à la demande de recevabilité. Merci. Alors, entre-temps, on a une réponse possible par rapport à la question sur le CPF lorsqu'on est en job d'été ou en apprentissage. Donc déjà, le CPF est accessible à tous les actifs qui sont âgés de plus de 16 ans. Ça, c'est déjà une information importante. Et que ce soit en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation, donc l'alternance permet aux personnes qui souhaitent suivre une formation diplômante de pouvoir le financer dans le cadre de son CPF. Donc, et pour les étudiants, il est utilisable aussi pour toute personne qui possède ou qui ayant possédé un contrat de travail. Donc, tous les jobs étudiants ou CDD saisonniers contribuent ainsi à l'alimentation du CPF. Ça paraît logique, oui, d'accord.
Et donc, utiliser en parallèle éventuellement des études, les heures cumulées par l'intermédiaire d'emploi permettent de diversifier ou de renforcer des compétences. Donc oui, c'est faisable. D'accord. Merci, Carole. Merci, Annabelle. Et j'irai même plus loin sur ce point d'information. C'est même possible pour un étudiant, et étant encore en cas d'études, de mobiliser le CPF en parallèle de ses cours, notamment par exemple pour une certification TOEIC. Merci pour la précision. On a une dernière question qui est arrivée entre-temps. Il est demandé s'il est possible d'obtenir le support de présentation par mail. Ah, alors ça, on ne pourrait pas y répondre. Votre mail, pourquoi pas, mais l'objectif final était quand même de pouvoir vous le proposer en replay. Je vous ai mis justement dans le chat le lien qui renvoie sur la chaîne YouTube qui regroupe les différents replays de tous les webinaires de la semaine. Donc, je serai plus à l'aise de vous renvoyer sur les replays. D'autant plus que les informations qui sont mentionnées dans le PowerPoint peuvent être susceptibles d'évoluer parce que, comme l'a rappelé Bénédicte, il existe des réformes qui ne sont pas elles, mais qui sont en tout cas tous les 3-4 ans. C'est ce que tu as soulevé, Bénédicte. Donc, il se peut que les informations qui nous sont données aujourd'hui peuvent encore évoluer. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'on est toujours un petit peu, on va dire, prudent dans les informations qui sont données et transmises, du coup, par la même occasion. En tout cas, on vous remercie tous de votre participation. Merci encore à toi, Bénédicte. Voilà, on est sur le dernier jour, donc n'hésitez pas à participer aux différents webinaires qui sont organisés cet après-midi ou à suivre nos actualités sur les réseaux, sur nos sites. On va sûrement vous préparer d'autres belles choses d'ici l'année prochaine. Donc voilà, encore merci pour tout et très belle journée à tous. Merci.